conflagration planétaire. Nous avons cru un peu primaire, a compris qu'on est une cible facile. Il est beaucoup plus simple de mettre fin à notre monde actuel que vous le pensez. Tunis. Plantu réussit l'exploit de faire dessiner à Yasser Arafat le drapeau palestinien et le drapeau israélien côte à côte. Aujourd'hui, il récidive avec Shimon Peres. Et ça, on le vivra un jour. Est-ce que c'est pas clair de dire dans ce cas-là, dans la bouche d'Arafat, je reconnais l'État d'Israël? Non, pas envie de dessiner quelque chose le sur dessin est parfait, pas de problème avec le dessin. Mais il est parfait, mais il est signé Arafat quand même. Non. C'est Arafat. Bon, je ne suis pas surpris qu'il puisse signer un dessin comme ça. Il y a ce drapeau qui est clair. Oui. Et il y a, si vous me permettez, peut-être une tendance vers une solution, mais pas la solution même. Vous n'avez pas signé là le côté. Vous pouvez me le signer le côté israélien? Et pour la première fois, on trouve donc sur une feuille blanche qui n'est pas anodine le paraphe d'un Palestinien et d'un Israélien. Rite officiel oblige, le Premier ministre est venu ce matin présenter son programme au président Ezer Weizmann. Mais si on parle beaucoup du style à l'américaine de Benjamin Netanyahou, le nouveau chef de gouvernement semble ne pas maîtriser parfaitement les règles et usages du protocole. Mais peu importe, Netanyahou est un homme dynamique qui ne perd pas de temps. Hier, il annonçait la poursuite du processus de paix et son discours trop consensuel devant ses supporters du Likoud n'a pas fait l'unanimité quand il a rendu hommage à Shimon Peres. Le processus de paix, selon le chef de la droite israélienne, inquiète dans la région, à commencer par les présidents égyptiens et syriens qui se déclarent déçus de ce premier discours. Et Yasser Arafat, en visite à Londres cet après-midi, craint une remise en cause des accords conclus le mois dernier sur le redéploiement des colons juifs. J'espère, a dit le leader palestinien, qu'ils vont se retirer d'Hébron. Poussé par sa droite, par les extrémistes religieux, mais rappelé à la raison par une réalité géopolitique, Benjamin Netanyahou n'aura pas la tâche facile. Certains, comme Ariel Sharon, déclarent même ouvertement que les accords d'Oslo sont la plus grande catastrophe jamais arrivée à Israël. Des colons juifs, de plus en plus nombreux, s'installent dans les territoires occupés. Ils veulent rendre impossible la création d'un État palestinien. Et ils le disent ouvertement. It's our country, it's not Palestine, and it's not the Palestinian state. It's Israel, it's the holy Jewish state, and I'm a Jew, and every Jew has a right to live in the Jewish state and stand wherever he or she wants. Côté palestinien aussi, le processus de paix a de sérieux adversaires. Et Yasser Arafat est de plus en plus contesté. Depuis un moment déjà, l'islam radical venu d'Iran prend de l'influence dans tout le Proche-Orient. Arafat est dépassé par des mouvements religieux extrémistes qui refusent la négociation avec Israël. Le plus important d'entre eux est le Hamas. Ce parti s'est rendu incontournable en s'impliquant dans la vie sociale et dans les écoles. Peu à peu, l'intégrisme s'installe chez les Palestiniens.
Ehud Barak remporte les élections israéliennes. Sa large victoire semble augurer des progrès et de meilleurs résultats pour Yasser Arafat. Mais avec le temps, les négociations butent à nouveau sur le retrait des troupes israéliennes, les colonies juives et sur Jérusalem. Barak, Premier ministre, semblait être un homme plus disposé à négocier. Mais Arafat s'aperçoit vite que pour Barak, comme pour Netanyahou, la sécurité d'Israël passe avant tout. Les Palestiniens doivent se contenter de ce qu'on leur propose, à prendre ou à laisser. S'il ne reste qu'une image du congrès de l'internationale socialiste, ce sera sans doute celle-là. Les habitués de la situation au Proche-Orient l'affirment, Yasser Arafat et Ehud Barak ont rarement eu un geste aussi amical, peut-être le signe qu'il se passe bien quelque chose dans le règlement du processus de paix israélo-palestinien. Ce matin en tout cas, la salle du congrès s'est transformée en place forte. Les services de sécurité des numéros 1 israéliens et palestiniens ont investi les lieux jusque sur la tribune, côté discours et une même tonalité pour les deux hommes, celle de la paix. Les négociations avec nos voisins israéliens doivent être couronnées par la paix des braves, pour nos deux peuples. Les gens veulent qu'on arrive à la paix et à la prospérité. Que les enfants aillent à l'école et pas à la guerre. Qu'ils s'affrontent sur des terrains de football et pas sur des terrains de bataille. عقبال البيت هاي الرمل هذا المفروض وفنتها دبابات إسرائيليات هان ما كانش في أي اشتباكات ما كانش في أي أحداث كانوا هنا يعني بس مرتاحوا بياكلوا وعملوا موقع زعقوا علينا بالميكروفون يلا اطلعوا من البيت فطلعنا من البيت أنا وأمي عمرها 60 سنة وزوجتي وثلاث بنات كنا حاملين رايات بيض حاجي كانت عندي حامل راية بيض ومرتي وولاد صغار يعني احنا مسلمين مش عندنا شيء. كان الجيش واقف هنا الدبابة كان مفتحها علينا هيك مدفع الدبابة واثنين برا الدبابة طلع واحد من قلب الدبابة ومعاه شعره طويل من المتدينين اليهود قاعد يطخ في الأطفال يطخ في بنتي الصغيرة اللي ما تدينا أول شيء طخ 12 طلق طلع 6 صوت تصرخ صار يطخ فوق راسي ويطخ في الأطفال مرة فوق راسي ومرة يطخ في الأطفال طخت 3 بنات صغار بنات وثلاثة طخ من هذا الجندي وطخ أمي. L'été 2000, à Camp David, Bill Clinton et Ehud Barak tentent de persuader un Arafat récalcitrant de signer un traité de paix définitif. Soutenus par l'opinion publique occidentale, les deux dirigeants font pression sur le leader palestinien. Mais Arafat leur fait remarquer que les conditions pour signer un tel traité sont loin d'être remplies. Il résiste à la pression et déclare qu'il ne pourra jamais soumettre à son peuple les offres qui lui sont faites, ni sur Jérusalem, ni sur le droit au retour des réfugiés palestiniens, ni sur les colonies juives toujours plus nombreuses, ni sur les frontières, ni sur les dimensions, ni sur l'intégrité territoriale pour constituer un État palestinien ininterrompu et indépendant. Américains et Israéliens accusent Arafat d'avoir refusé une offre unique et généreuse. Par la suite, les commentaires lui seront plus favorables quand on connaîtra par le détail les lacunes des propositions de Camp David. Automne 2000, sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Une nouvelle intifada commence. Mais celle-là
Cela n'a plus rien d'une révolte spontanée. Très vite, elle se transforme en véritable guerre. Les fusils ont remplacé les pierres. Les combats de rue font des centaines de morts. Ariel Sharon, dirigeant de la droite israélienne, effectue une visite provocante. Il se rend sur un site doublement sacré, à la fois esplanade des mosquées pour les musulmans et mont du temple pour les juifs, au cœur de Jérusalem. La fureur palestinienne gagne les territoires occupés. La patience et la confiance du peuple sont à bout. 7 ans après Oslo, rien ou presque n'a changé. Une guerre de résistance commence. Les Israéliens répliquent en employant la force armée. Le temps des négociations a vécu. À chaque attentat, Israël répond par la violence. Des quartiers entiers sont bombardés dans les territoires occupés. Quand Israël lance une opération de représailles sur le camp de Rafah, Abdel Salam est en train de filmer. Il voit son quartier d'enfance disparaître sous ses yeux. Le voici en t-shirt orange avec sa caméra. Ce jour-là, il échappe de peu à la mort. Les Israéliens ont tout détruit. Je ne pouvais même plus atteindre mon quartier. Tous mes amis. Mon école primaire, détruite. C'est terrible l'école. On a plein de souvenirs. On ne retrouve plus rien. C'est comme si mon histoire était morte. Parce que quelqu'un est venu et a tué mon rêve. C'était comme ça à Rafah. Je ne pouvais pas y croire. Ariel Sharon, le vieux militaire sioniste pur et dur, devient Premier ministre d'Israël. Il table sur la peur des Israéliens face à la violence palestinienne. Les troubles s'intensifient. Le secteur d'Arafat est assiégé par Tsahal. Le peuple palestinien vit dans la tourmente et le pays est au bord de la ruine. Ces attaques contre l'Amérique font planer un soupçon sur les Arabes. Arafat réplique aussitôt. Sharon saisit aussitôt cette occasion d'isoler Arafat, sous prétexte de mener la guerre contre le terrorisme. The government that I lead will not negotiate under pressure of terror and violence. Les Palestiniens répliquent en assassinant un ministre israélien appartenant à l'extrême droite. Les attentats suicides se multiplient. Tandis que le carnage se poursuit, Arafat se trouve coupé de son peuple dans sa forteresse de la Moukata à Ramallah, assiégée par les tanks israéliens. Sharon le traite d'irresponsable. I am the elected leader, he is the elected leader, yeah, I am respecting him and I hope that you have to remember that I am also an elected leader. Tenu pour responsable de tous ces assassinats par Israël et les États-Unis, Arafat condamne publiquement, mais en vain, la violence contre les civils et procède à des arrestations. Mais son peuple considère que ces attentats sont cruciaux dans leur combat pour la liberté. La question se pose. Arafat dirige-t-il son peuple ou est-ce son peuple qui le dirige? Pendant 30 ans, Yasser Arafat a côtoyé les dirigeants du monde entier.
mais son long chemin qu'il a mené d'ancien révolutionnaire à dirigeant d'un État indépendant n'est pas achevé. Son peuple est toujours en crise. Qu'a-t-il accompli en fait? Si on se penche sur les 40 ans d'histoire que cet homme a derrière lui comme révolutionnaire, politicien, manipulateur, la vérité c'est qu'il est arrivé à assurer la cohésion de son mouvement. Yasser Arafat, le vieux leader palestinien, n'est plus qu'une ombre. Le Hamas ne reconnaît pas son autorité et les Israéliens ne veulent plus parler avec lui. Il est un symbole de l'identité palestinienne à présent. Grâce au combat de l'OLP, avec toutes ses erreurs, le monde reconnaît aujourd'hui les Palestiniens. Et il y a beaucoup de soutien et de sympathie pour la cause palestinienne. Il n'a pas créé d'institution. Il n'a pas donné le bon exemple pour cette démocratie que les Palestiniens attendaient tant. Il n'a pas donné le bon exemple en matière de gouvernement responsable. Je ne crois pas qu'Arafat ait créé la Palestine.